Bien. Nous allons passer au sujet suivant, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, faire de la meilleure recherche. On va parler de machine learning et puis nous aurons une table ronde sur l'application, sur des applications concrètes. Nous avons Anastasia Buyalskava, elle est professeure à HEC. Anastasia est diplômée de Amherst College à Londres. Elle travaille sur les prises de décision et nous essayons de comprendre comment les gens créent des habitudes et comment les consommateurs perçoivent l'inflation. Beaucoup de sujets. On va parler d'insight, de méthodologie dans le domaine des neurosciences. Vous l'avez peut-être déjà vu sur CNN, Forbes. Anastasia, bienvenue à vous. Merci. Eh bien, nous allons démarrer. Donc, notre sujet porte sur les habitudes. Avant de démarrer, je vous ai dit que vous savez peut-être que je suis ex-journaliste, donc les termes, la terminologie est importante. On parle beaucoup d'habitude. Pas tout est habitude. Quand on parle habitude, comment définiriez-vous une habitude? Alors, l'habitude, c'est trois caractéristiques. D'abord, le comportement doit être automatique, exécuté par réflexe, sans y penser. Deuxièmement, il est fonction du contexte, quelque chose dans l'environnement faire quelque chose. Par exemple, se brosser les dents. On ne va pas dans la salle de bain en se posant la question de savoir pourquoi. Il est 6 heures du matin, je suis dans un espace que je connais, il y a des choses autour de moi qui vont déclencher le brossage de dents. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, celui-là vient des neurosciences. C'est l'insensibilité aux récompenses. Colin Camara, qui a fait de la recherche sur le sujet, nous encourage à regarder les neurosciences. Lorsqu'on est en mode habitude, on est moins sensible. Prenez l'exemple du brossage de dents. Si vous remplacez le dentifrice par de la mayonnaise, mais la plupart des gens ne font pas attention. Ils mettent le dentifrice et certaines personnes se brossent les dents pendant 4-5 secondes avant de réaliser que c'est de la mayonnaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est moins sensible à ce que l'on fait, même si le retour est négatif. Donc les habitudes sur les réseaux sociaux, les mauvaises habitudes, c'est exactement la même chose. On n'a pas le même degré de sensibilité. D'accord, je vois. Il y a donc une insensibilité jusqu'à ce qu'on ressent que quelque chose n'est pas pareil. Alors, parlez-nous de la recherche sur laquelle vous travaillez. Quelle population, quel type d'habitude avez-vous souhaité observer? Alors, nous sommes plusieurs à avoir travaillé sur ce projet. Donc, Katie et Angela ont travaillé avec moi et on travaille dans le centre de comportemental et elles ont travaillé avec 2 institutions. La première, c'est 24 Hour Fitness. C'est une entreprise qui gère des salles de sport avec près de 60 000 personnes avec des données sur 10 ans, 12 millions de données. Et l'autre entreprise se spécialise dans l'hygiène des mains. Ils fabriquent différents produits pour vérifier, contrôler la santé ou la propreté des mains. Eux nous ont envoyé des données sur 30 hôpitaux, des milliers de professionnels de santé et la fréquence de lavage des mains. Je crois que
on avait 40 millions de données au total. Donc des populations très différentes, avec des habitudes très différentes. La première, c'est prendre l'habitude de faire du sport. L'autre, c'est prendre l'habitude de se laver les mains. Alors, vous aviez beaucoup de données, de big data. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez utilisé le machine learning dans ces études? Alors, on a travaillé avec l'Université de Chicago sur le machine learning. Donc, nous avions énormément de données individuelles. Donc, on a pris le modèle et je crois que c'est un modèle lasso. Donc, on prend des données individuelles. Donc, une personne qui va au sport, qui va à la salle de sport depuis 4 ans, avec des milliers de données sur cet individu. On a donc formé le modèle pour analyser toutes les données de cette personne et ensuite prédire, est-ce qu'il va retourner à la salle de sport ou pas? Et quand? Quel jour? Donc, on lui donne toutes ces variables qui existent, sans hypothèse, et le modèle fait le travail et va dire que sur la base des variables que vous m'avez données, la plupart des gens, on ne sait pas, mais là, il y en a 3 où on va pouvoir, pour lesquels on va pouvoir faire quelque chose, donner des hypothèses. Ensuite, on a fait un calcul d'ensemble des comportements, de la prédiction. Donc, 0,5, ça ne veut dire on ne sait pas. 1, c'est très prévisible, confiance 100%. Souvent, les gens sont à peu près entre les deux. Je crois qu'on était à 0,75 de moyenne ou 0,80 de prévisibilité. C'est pas mal, c'est pas parfait. Et il y a un plateau dans la prévisibilité. Combien de temps faut-il pour que quelqu'un forme une habitude? Alors, permettez-moi d'être l'avocat du diable. Pourquoi du machine learning pour cette expérimentation? Ou plutôt, le machine learning fait quoi de plus que ce que l'on fait dans les études classiques? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'il faut un peu de contexte d'abord sur la recherche, sur les habitudes. Il y a Andy Wood Katie Wood, qui a fait des recherches sur le sujet avec beaucoup d'études et de données longitudinales. Ted, si moi je veux savoir quelles sont tes habitudes pour aller à la salle de sport, je t'enverrai un questionnaire tous les jours avec l'heure, voilà, avec toujours les mêmes questions de contexte, et petit à petit, au cours d'une certaine période, je pourrais apprendre un certain nombre de choses sur tes habitudes par rapport à la salle de sport. Alors, la méthode est bien, mais elle a des limites. La limite, c'est le nombre. Nous, on a 60 000 personnes qui vont à la salle de sport. Donc là, la méthode, si on le faisait de manière individuelle, ce serait extrêmement coûteux. Donc, en utilisant une méthode plus empirique, on peut analyser beaucoup plus de personnes. Donc, on part sur de grands échantillons, pas 100 personnes ou 200 personnes. Ensuite, il y a le biais, ce qu'on appelle le recall bias. Donc, que dit-il? Il dit que lorsque je me brosse les dents, il est possible que je ne me souvienne pas pourquoi je me suis brossé les dents, d'où vient l'habitude. D'ailleurs, je ne sais même plus à quelle heure je l'ai fait. La mémoire ne joue pas un rôle important. Donc, le machine learning fait que je n'ai pas besoin de vous demander la question. Je donne les données au système et le modèle fera tout le travail pour moi pour essayer de savoir ce qui était le plus prévisible. Go 4 days and have to message you through some sort of research platform that I haven't gone to the gym, it starts making me feel. Est-ce que le fait de devoir vous répondre, est-ce que ça peut m'encourager à aller à la salle plus, parce que je me sens obligé d'y aller? En d'autres termes, est-ce que le machine learning peut aider tout en les rendant moins conscients d'être observés?
C'est vrai, chez nous, les gens ne savaient pas qu'on regardait leurs données. Donc, quand vous avez le sentiment que quelqu'un vous regarde et qu'il faut se comporter différemment, ça c'est éliminé avec ce type d'expérimentation, c'est sûr. Alors, les résultats, c'est quoi? Ça donne quoi? Alors là, c'est une bonne question. Alors, on a trouvé plusieurs choses intéressantes. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'il y a des habitudes? Certaines, parfois, c'est spécifique à l'individu. Parfois, il y a des choses qui font que toi, tu vas à la gym et pas moi. Après, il y a des prédicteurs universels. Exemple. Certains jours de la semaine. Tu vas le lundi, tu vas le lundi d'après, et après, il est prévisible ou prédictible, il est probable que tu ailles les autres lundis. Alors c'est assez intuitif, mais c'était vrai pour, c'est un prédicteur positif pour 70% de personnes. Donc il y a ces éléments de prévision universels, et puis autre enseignement important, et là c'était un peu plus étonnant lorsque je pose à mes étudiants, que je demande à mes étudiants combien de temps faut-il pour prendre une habitude. Certains me disent 21 jours. Ils sont assez sûrs d'eux. En fait, il n'y a pas aucune recherche derrière cela. Donc nous, on s'est posé la question, combien de temps faut-il pour former une habitude? Donc, combien de temps faut-il pour former une habitude? Et en fait, tout dépend. La réponse, c'est ça dépend. L'estimation est assez différente. Pour prendre l'habitude de se laver les mains, il faut quelques jours. Après une dizaine de jours, la plupart des personnes dans notre échantillon avaient pris l'habitude. Pour aller à la salle de sport, vous pensez quoi? Là, c'est un peu déprimant. C'est un peu plus que 3 semaines. 5 semaines? Alors, on n'est même pas dans les semaines, il faut des mois. Ah, d'accord. C'est dur. Lorsque j'ai présenté le sujet à mes étudiants, tout à coup, ils ont été soulagés parce que certains ne se sentaient pas très à l'aise parce que ça faisait 2 mois qu'ils n'y arrivaient pas. Ben voilà, il faut du temps. Je crois qu'il y a parfois une frustration aussi de ne pas arriver à développer des habitudes, même après une longue période. C'est comme ça. Donc tout dépend. Ça dépend largement des comportements de chacun. Il y a un certain nombre de théories, évidemment, sur le pourquoi, mais bon. Alors c'est intéressant. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la salle de sport, c'est plus compliqué, il faut y aller, il faut se mettre en tenue? Est-ce que c'est l'habitude elle-même ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour? Alors, pour répondre de manière assez simple à votre question, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas. Nous avons des hypothèses. Nos équipes vont continuer à chercher. Une des hypothèses porte sur la complexité des comportements. Se laver les mains est une tâche relativement simple. Ça demande un apprentissage, n'est-ce pas? Un bébé, il a besoin de temps pour apprendre à se laver les mains. C'est assez technique. Mais bon, une fois que vous savez, ça vient assez vite, vous le savez. La salle de sport, c'est un peu différent. Pour la salle de sport, il faut se mettre en tenue, mettre des chaussures, ce qui peut expliquer la différence. Et puis, il y a peut-être d'autres éléments. Voilà. Alors, pour revenir à la salle de sport, est-ce qu'il y a une différence entre les anciennes habitudes et de nouvelles habitudes? Si je l'ai déjà fait dans ma vie, que j'avais l'habitude auparavant, est-ce qu'il me faudra moins de temps pour reprendre l'habitude ou pas? Par rapport à une personne qui n'est jamais allée à la salle. Oui, absolument. C'est pour cette raison-là qu'avec le lavage des mains, l'habitude se prend très vite. Ce sont des adultes, d'abord, qui travaillent dans un hôpital, donc c'est un peu différent. Et effectivement, un adulte qui travaille dans un hôpital a déjà appris à se laver les mains, donc il sait comment faire. On a beaucoup parlé d'habitudes aujourd'hui. On a parlé de récompenses intrinsèques ou extrinsèques. Alors, la récompense, lorsque vous allez à la salle, ok, je peux l'entrevoir
Qu'en est-il du lavage de mains, par exemple? Alors, j'évoquais tout à l'heure l'automaticité, le contexte et l'insensibilité à une récompense. Ce que nous avons pu montrer, c'est que pour la salle de sport, il y avait plusieurs interventions. Ça s'était fait par Katie et son équipe pour encourager les gens à aller à la salle de sport plus rapidement. Par exemple, si vous allez 4 fois le mois prochain, je vous donne $20. Donc, ils ont changé la valeur de la récompense. Et donc, il y a l'avantage physique plus $20. Les personnes qui n'ont pas encore formé leur habitude répondent mieux, un peu comme nous l'avions anticipé. Les personnes pour les autres, le comportement change beaucoup moins. C'est pour cette raison-là que les nudges ne fonctionnent pas toujours. Donc c'est assez étonnant d'observer cela. Autre question. Alors, le modèle a été conçu, mais comment est-ce que ce modèle a été utilisé? Le lavage en milieu hospitalier, des interventions de suivi? Oui, dans le domaine de santé, tout est prévisible. Et donc, l'espace physique, c'est un déterminant. En milieu hospitalier, ils vont passer d'une pièce à l'autre, d'une salle à l'autre. Il y a des contraintes de temps. Et dans certaines salles, il y a davantage de lavage de mains prévisible. Alors, est-ce qu'il y a une affiche incitative devant le lavabo? Est-ce qu'il y a des pathologies ou profil de patients, un enfant par exemple, qui suscite une certaine sensibilité au besoin de se laver les mains? Mais c'est le cadre physique de l'environnement semble avoir une incidence. Ça me fait penser à un nudge. Je ne sais pas si c'était avec nous ou avec quelqu'un d'autre, mais il y avait un nudge pour pousser les gens à se laver les mains à l'hôpital. Il y avait cette odeur citronnée qui était... Enfin, je ne sais pas, mais en fait, ça a augmenté considérablement le nombre de lavages de mains. C'est intéressant, parce que ça m'y a fait penser. J'apporte un commentaire sur la recherche. Alors, les attributs personnels. Pourquoi est-ce que les gens sont plus sujets à cultiver une habitude ou pas? Alors, au gymnase, et c'était désidentifié, mais on avait le fourchette d'âge et le code postal. Donc, cette personne est à la ville ou cette personne vit à la campagne, puis le revenu typique de cette zone, on pouvait en induire certains attributs personnels. Et grâce à cette information, sans surprise, les jeunes qui sont plus citadins sont moins prévisibles. Voilà, donc ils vont se rendre au gym dimanche matin, puis après, ils n'y vont pas pendant 2 semaines. Leur prévisibilité, c'est très faible, ou plutôt faible. Alors, les gens plus âgés, qui sont plus enclins à être à la campagne avec des enfants, c'est beaucoup plus prévisible. Tous les matins, ils se rendent à tel endroit. Donc, ça me semble... je m'identifie à ça parce que mon comportement est plutôt ritualisé, mais ce n'était pas documenté jusqu'à présent. Donc ça, c'est des différences démographiques, mais ici, j'ai une question. Je vais essayer de la retrouver. Si seulement ces données de ce volume évoquaient des divergences neuronales, il peut y avoir des différences. Un gymnase, sans doute, ne dispose pas d'informations sur l'activité neuronale, mais vous pensez qu'on peut avoir des ensembles de données avec ce trait-là? Est-ce que cela a une incidence sur la création d'une habitude? C'est une bonne question. Nous avons lancé cette recherche en 2018. Je le précise parce qu'à l'époque, les gens, bien entendu, travaillaient sur la big data, travaillaient sur des modèles fondés sur l'apprentissage machine, mais la vitesse d'accumulation de données, c'est énorme. Et la qualité de données sur les gens. On n'avait pas de données issues des apps ou des téléphones portables, mais aujourd'hui, ce qu'on retire de ces dispositifs nous donne des divergences neuronales, ou est-ce que vous êtes extraverti ou introverti. Et si nous devions mener cette même recherche aujourd'hui, l'ensemble de données serait plus vaste et ça nous permettrait peut-être d'envisager ces traits.
Une autre question qui est un peu liée, ces modèles s'améliorent avec le temps. Si vous deviez refaire cette expérience aujourd'hui, les résultats seraient-ils différents et de quelle façon? Intéressant. Je ne sais pas s'il y aurait une grande différence, mais nous avons utilisé un modèle qui s'appelle Lasso. Ça existe depuis longtemps, c'est assez standard, mais les modèles ont évolué tellement que nous pourrions avoir un effet prédictible amélioré avec ces modèles fondés sur l'apprentissage machine. Donc on changerait de modèle, mais l'arbitrage auquel nous sommes confrontés, c'est entre l'interprétabilité et la prévisibilité. Donc, en fait, on peut y utiliser la machine par apprentissage comme outil, mais s'inscrit dans un ensemble d'outils pour nous informer sur le comportement humain. Et on ne peut pas utiliser une boîte noire, il faut qu'on voit ce qui se passe. Alors, vous ne pouvez pas pondérer les coefficients, mais vous pouvez voir le niveau groupe, le niveau individuel, et ça, c'est un arbitrage qu'il faudrait admettre. Mais on essaierait plusieurs modèles, je pense, aujourd'hui. Et vous allez faire d'autres projets. Bon, pour l'instant, ça a pris 5 ans, ce travail de recherche. Maintenant, on s'intéresse à la question de savoir pourquoi il existe tant de différences entre les différents comportements. Alors, la recherche continue sur ce créneau, mais la science a évolué dans ce sens. Les données sont disponibles en ligne, le code pareil, et on veut que les chercheurs dupliquent ce travail ou qu'ils utilisent d'autres modèles avec ces mêmes données. Donc, Open Science, Open Data, c'est vraiment une action, une démarche très souhaitable et meilleure. Les données de synthèse pour nourrir le modèle ou pas? Ou vos données étaient tellement vastes que vous n'en aviez pas besoin? Nous avons fait des tests de robustesse avec les données de synthèse pour voir que ce n'était pas mécanique la prévisibilité. Donc, voilà. Et je dois dire aussi, pour ceux qui s'intéressent à l'apprentissage par machine, c'était supervisé. Nous avons entraîné des données, 5 ou 6 validations croisées, 6 fois. Et puis, avec des données de synthèse, nous avons testé ça avec les données réelles. Donc, il y a un test de robustesse. Beaucoup de questions. Pourquoi avez-vous choisi un gymnase? Les gens vont payer, mais n'y vont pas typiquement. Alors, des habitudes alimentaires? Si vous êtes dans la cuisine, vous êtes plus enclin à manger. Pourquoi le gymnase? Alors, si vous demandez aux gens, l'exercice figure large pour ceux qui souhaitent cultiver une habitude parmi les 3 premières activités désirées. Mais nous voulions un comportement différent. Le lavage de mains, la complexité était différente, le contexte différent, parce qu'on ne voulait pas faire un message sur les gymnases, mais sur la construction d'habitudes. Ça aurait été chouette d'avoir une vingtaine d'ensemble de données à partir de 20 partenaires. C'est vrai, alimentation, c'est intéressant, mais nous avons commencé avec ces deux domaines-là. Alors, est-ce qu'il y a une façon d'accélérer la création d'une habitude? Alors, Émilie et moi, ça nous prendrait davantage de temps pour nous faire entrer dans un gymnase, mais je ne sais pas si je peux vous donner des conseils. Mes collègues, au contraire, le stacking, les faisceaux de tentation et le reste. Mais à titre personnel, quand je construis des habitudes, je suis sensible au contexte. C'était ça l'apprentissage pour moi, personnel. Le contexte compte énormément. Quand on passe devant une boulangerie et puis on rétropédale pour acheter une friandise, on s'est dit, ah ben voilà, c'est un bon arbitrage. Et après cette recherche, je me rends compte
que c'est une vitrine. C'est les friandises en vitrine et c'est l'odeur. C'est pas rationnel, c'est le contexte. Donc, si je veux casser cette habitude, il faudrait que je change le contexte. Et donc, j'adopte un nouvel itinéraire qui ne me fait pas passer devant la boulangerie. De même, si vous voulez construire une nouvelle habitude, et ce rapidement, connaissant ces nudges contextuels, si par exemple vous savez que faisant ceci, ça ancrerait davantage l'habitude que je souhaite avoir, je peux passer par là. Et ensuite, la technologie. Mon bracelet montre. Apple me rappelle qu'il faut que je me lave les mains. Ou si vous êtes membre d'un groupe, je ne sais pas, où il y a une pression sociale pour faire quelque chose. Le gymnase, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi cette personne a besoin d'une bracelet montre d'émettre un rappel pour qu'on se lave les mains. Ça, c'est intéressant. Bon, j'aimerais bien échanger avec cette personne. Non, mais en fait, il y a une impression de la société. En fait, si vous ne vous rendez pas au gymnase, vous trahissez l'amitié que vous avez nouée avec un copain parce que le pacte initial, c'était d'aller ensemble. Et donc là, il y a une question d'être débiteur ou comptable envers quelqu'un d'autre. Vous décevez quelqu'un. Alors, je me souviens, il y a une recherche menée actuellement sur la question dans le domaine financier. Par exemple, il y a des appréhensions, des préoccupations sur les jeux de paris, par exemple. Et les jeux, c'est partout. Mais trading, investissement, et effectivement, les gens prennent davantage de risques, ceux qui passent par là. Alors, est-ce que cela vous inscrit dans une habitude? Et si vous êtes habitude, vous êtes moins sensible aux récompenses. Donc, je perds de l'argent, mais peut-être que je suis peu sensible au fait que je perds de l'argent. Est-ce que c'est souhaitable? Donc, voilà, je m'implique dans une recherche là-dessus et l'année prochaine, je serai à même de vous livrer quelques résultats. Alors, ceci est éventuellement difficile. Vous connaissez l'addiction? Je ne sais pas, puisqu'on parle de jeux, de paris, etc. Alors, addiction. Qui dit habitude, dit addiction. Je ne sais pas si ça se construit de la même façon, mais quel est votre avis en tant qu'experte? Avec Colin Cameron, le co-auteur de ce papier, avec moi, qui chez Caltech, elle étudie cette question. Il y a des avis qui divergent, mais il y a un chevauchement entre un profil qui a beaucoup d'habitudes et un profil de quelqu'un qui est éventuellement souffre d'une addiction. Mais les canaux neuronaux diffèrent. Mais si vous souhaitez comprendre l'addiction, si vous avez beaucoup de données, ce serait intéressant de mener un mode opératoire semblable pour voir s'il y a un rapprochement. Alors, détachons-nous de cette expérience pour l'instant. L'Europe et les habitudes financières. Je ne sais pas, Émilie veut contribuer, va verser davantage dans ses caisses de retraite ou si vous voulez mettre de côté de l'argent pour l'éducation de ses enfants. Alors, est-ce que vous avez des hypothèses qui s'appliqueraient à un domaine financier? Après tout, vous avez passé beaucoup de temps là-dedans. Voilà, donc c'est des hypothèses que je vais émettre, mais peut-être adossées à des travaux de recherche quand même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de construire des habitudes financières. Exemple, voici 10-15 ans. Si vous vouliez dire à vos enfants d'économiser quelque chose, il y aurait un tirelire et physiquement, vous mettriez des pièces. Donc là, vous avez l'objet sur la commode tous les jours. Vous rentrez de l'école toujours à la même heure et vous mettez des pièces. Très bien, c'est parfait.
pour créer des habitudes. Mais aujourd'hui, la finance, c'est invisible. Qui a de la monnaie? Peut-être les enfants, mais de moins en moins quand même. Et il y a des recherches là-dessus. On ne sait pas combien on paye. On utilise une carte ou on passe par un téléphone. Donc, c'est difficile de construire des habitudes financières. Alors, est-ce que c'est possible de ramener les tirelires physiquement dans l'environnement pour aider les gens à constituer une épargne, et ce, dès le jeune âge? Donc, en fait, il y a ces indices sensoriels. Et quand le tirelire est assez lourd, et ensuite, vous pouvez ensuite vider le tirelire pour savoir si vous avez assez d'argent pour acheter quelque chose. Alors, si c'est moins douloureux, payer. Alors, la douleur de l'investissement ou de constituer une épargne s'est évanouie, ou est-ce que c'est l'inverse? La douleur de l'investissement est moins aiguë que par le passé. Auparavant, c'était difficile de constituer un compte, comment transférer l'argent, comment acheter des actions, il y avait des frais de transaction. Tout cela est effacé sur Robinhood, quelques secondes de création de compte, il n'y a pas de frais de transaction à travers les courtiers, vous pouvez le faire dans le métro, presque. Donc, la friction est moindre. Je ne sais pas si ça stimule de meilleures décisions d'investissement, mais il y a un volume d'investissement accru, les populations investissent, et cela me semble bien, on veut davantage de gens dans le marché, mais on ne veut pas qu'ils perdent de l'argent à une cadence plus rapide que d'autres. La question est encore là, mais d'ici 5-10 ans, nous aurons des bons résultats. Je travaille avec des institutions financières et ce que je vois, c'est que la façon dont les gens raisonnent en matière d'investissement diffère que quand on parle de l'épargne. Pour les banquiers, c'est peut-être la même chose. Il va y avoir une épargne, puis ensuite un investissement. Mais est-ce que, cognitivement, les gens envisagent l'épargne différemment que l'investissement? Alors, c'est une question cadre, si je puis dire, ou de définition. Les gens n'aiment pas trop épargner, surtout quand les taux d'intérêt sont assez élevés. Vous ne devrez pas garder trop de trésorerie, mais investissement, ça dépend de votre interlocuteur. Investissement, est-ce que c'est de la spéculation? Pour certains, c'est un mot sale. Donc, il faut quand même avoir un certain savoir. Vous pouvez mal investir, mais si les gens sont plus à l'aise avec l'investissement, ce serait un premier pas. C'est important. Et puis, il y a des avantages à réduire cette friction. Robinhood a retiré quelques obstacles, mais plus vous rendez fluide l'investissement, plus il va y avoir des gens qui vont l'essayer. Ils ne vont pas tout mettre, mais ils vont mettre 100 € pour voir ce que ça donne. Et accessoirement, cela crée un savoir et les gens sont plus à l'aise avec l'idée d'investir davantage. Voilà. Alors moi, je suis américain, ça s'entend, mais l'idée d'investir, c'est culturel pour nous. C'est inculqué. Vous allez le faire. Un grand-parent va vous donner une action ou un bon du trésor. Mais en Irlande, en Italie, investir, c'est risqué. Moi, je ne suis pas un loup de la bourse, je ne vais pas le faire. Et donc, l'épargne, c'est privilégié. Donc, c'est contextuel. Il y a quand même un moteur culturel qui va vous dire épargne, c'est bon, et investir, c'est mal. Et on peut vous dire en tant qu'Américain, mais il ne faut pas que ça dorme sur votre compte, il faut l'investir. Alors, il peut y avoir un profil démographique pareil, mais sauf le passeport et le point de divergence entre deux populations. Oui, alors précédemment, il y avait quelqu'un qui parlait des biais démographiques dans certaines filières. Et investir, effectivement, je me souviens que j'étais jeune, il y avait des investissements, des pubs pour inciter à investir.
et avec des hommes assez âgés sur l'affiche. Et hier, dans le métro, j'ai vu Venus Williams sur l'affiche pour inciter à investir. Ils sont assez friqués, hein, mais bon. Mais c'est très bien que ça rajeunit et ça rend accessible un acte d'investissement. Bon, vous n'avez peut-être pas la fortune des Williams, des sœurs Williams, mais vous avez peut-être une pécule que vous pouvez investir. Et on commence à voir ça, d'ailleurs. Deux questions très différentes qui viennent d'arriver, parce que nous sommes sur la question de l'assurance et de la banque. Quand vous payez 2,75 €, vous pouvez payer 3 € et le solde est versé sur votre compte. Une opinion là-dessus? C'est chouette, ça. Et quand, je pense, certaines fintechs le font, hein, fondées sur les sciences comportementales. C'est vraiment ça. On est vraiment au cœur de leur démarche. Les gens peinent à épargner. Donc on peut le faire avec ces sommes très modiques, parce que 25 centimes, hein, c'est... Bon, donc on va arrondir la somme, rendre le traitement intellectuel de ces chiffres soit facile, et comme ça, ils vont constituer une épargne. C'est très bien. Il y a ces exemples par défaut, notamment Richard Taylor, sur des investissements pour la retraite, et vous allez rejoindre un nouveau poste. Plutôt qu'on vous demande si vous voulez investir dans cette caisse de retraite, c'est fait automatiquement. Et il faut poser un acte positif pour aller dans l'autre sens. Et on le voit de plus en plus. C'est peut-être un peu technique, mais on revient à l'apprentissage par machine. Comment est-ce que ce modèle fonctionne? Mais très simplement, LESSO, c'est une régression OLS. C'est la première chose que vous apprenez en statistique. Alors, il vous faut un postulat de base pour les variables variées. Les coefficients, vous allez les mesurer. J'ai un postulat, par exemple, qu'un jour de la semaine, c'est un élément à retenir. Je mets les 7 jours de la semaine, peut-être un gros marqueur sur dimanche et peut-être pas sur mardi. Donc, il y a un coefficient. Alors, on n'a pas d'hypothèse, en fait. Il y a 60 000 personnes dans notre échantillage. On ne les connaît pas. Aucune raison de penser qu'un petit groupe contextuel aura une valeur prédictive pour tout le monde. Donc, on met des douzaines et des douzaines d'aiguillons culturels, mais sans hypothèse. Et donc, l'ASSO, qu'est-ce qu'il fait? Il peut voir les coefficients faibles et exclut cela, et donc en fait ça va rejoindre le zéro, et tout ce qui a un facteur prédictif développe des marqueurs, et cela nous permet d'avoir des données sur les individus. On avait beaucoup de données, mais typiquement vous ne pouvez pas appliquer un modèle sur les individus, mais on l'a fait, et donc on ajuste le modèle sur 5, 6 et on l'a mis à l'épreuve sur cet ensemble de données pour les marqueurs prédictifs ainsi que l'indice de prévisibilité. Bon, l'heure tourne. Je travaille beaucoup avec l'IA. À ce titre, quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner? Vous avez dit que votre nouvelle recherche va évoluer. C'est semblable à une question que j'ai posée précédemment, mais les compétences de chercheurs universitaires, des outils nécessaires aux chercheurs pour gérer l'apprentissage par machine et intégrer l'IA dans leur travail.
Alors, la présentation d'Olivier était remarquable ce matin. Parler des aides à la décision, et c'est la bonne voie d'accès. Ça a l'air impressionnant au départ. Hein. Je ne suis pas expert en apprentissage par machine, donc je ne peux pas jouer avec ça. Mais au contraire, je l'ai dit, on est des scientifiques comportementaux, mais on estimait que c'était un excellent outil pour mieux comprendre ce qui nous intéresse au premier chef, à savoir les habitudes. Et donc, en fait, un gros conseil, ce serait, il ne faut pas avoir peur. Commencez petit. L'assaut, comme modèle, c'est assez facile à utiliser. Hein. Si vous connaissez comment fonctionnent les statistiques, utilisez les instruments. J'utilise ChatGPT si j'ai des questions. Hein. Et Siboney a parlé de comment interroger ces machines avec un esprit critique, mais il y a beaucoup d'outils qui existent. Vous pouvez comprendre comment ils diffèrent des outils que vous utilisez communément. Vous pouvez les utiliser comme aide. Ils ne vont pas complètement automatiser votre travail, ils ne vont pas vous remplacer, quelle que soit votre activité, mais ils ont quand même une valeur ajoutée. Vous pouvez utiliser un masse de données plus vaste, c'était notre cas, et il y a un avantage. Alors, si vous pouviez choisir l'habitude suivante que vous voulez construire ou étudier, vous choisiriez quoi si vous avez accès aux données? Je sais que ce n'est pas forcément facile d'avoir ces données. Des habitudes financières, actuellement, ça m'intéresse. Les courtiers ont beaucoup de données, évidemment, et donc les habitudes financières, ce serait utile pour la société dans son ensemble. Et quand je demande à mes étudiants quelles habitudes est-ce que vous voulez construire, ils n'évoquent pas la finance, c'est l'alimentation saine, l'exercice physique. Et en fin de compte, nous avons besoin quand même d'une hygiène financière, des habitudes financières saines. Donc voilà, c'est en friche en ce moment. Hein. Et pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce que je souhaiterais construire? Je pourrais être mieux en matière d'investissement et d'épargne. Donc voilà, c'est intéressant pour moi aussi, subjectivement. Alors, vous avez vos étudiants qui parlent d'une alimentation saine, qui est souhaitable, et rejoindre le gymnase qui serait souhaitable. Mais est-ce qu'on pense que la finance ne relève pas d'une habitude? Oui, je pense, mais parce que c'est invisible jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Vous êtes banqueroute ou vous êtes très fortuné. Mais quand vous êtes au gymnase et vous voulez présenter bien, c'est visible. Les étudiants sont là pour constituer un réseau, pour aller de l'avant professionnellement. Ils veulent envoyer le bon signal sur eux-mêmes. Et votre employeur, peut-être que votre employeur ne sait pas si vous êtes très bon pour l'épargne ou pour l'investissement, mais ils vont savoir rapidement si vous êtes éveillé, si vous êtes en bonne santé. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Bien, alors l'horloge tourne. Merci beaucoup Anastasia, c'était remarquable. Merci de votre invitation. Alors, nous allons rester sur la question de la recherche, mais on va marquer une pause. Je vais rejoindre Adrien et Émilie va organiser la table ronde suivante pour rester sur le thème dont nous nous détachons guère. Voilà, je rejoins Adrien. Alors, je ne vous ai pas vu depuis un certain temps. J'étais avec Anastasia. Bon, alors, dites-nous. Alors, les habitudes. Mon robot, il essaie d'apprendre pour se brosser les dents. Voilà, donc il y a des indices, le dentifrice, la brosse à dents, voilà. Alors, probabilité de se rendre au gymnase. Et puis ensuite, il y a des avantages. Si on passe par la machine, vous ne mobilisez pas forcément votre mémoire, s'il s'agit de la mémoire d'ailleurs. Et les habitudes se construisent dans le temps. C'est pour ça que je suis toujours dans le sofa. Oui, mais je sais que vous faites un croquis tous les jours, donc vous êtes formé à trouver une habitude. Oui, mais ce n'est pas la même chose que d'être en bonne forme.
Alors les jeunes sont moins prévisibles que les plus âgés. Nous avons cette vieille dame qui fait du jogging et elle ne s'attendait pas à voir ce type de passe-temps chez ce jeune à casquette. Et puis le lasso, le modèle lasso, je ne pouvais pas résister à cette image. Voilà, le robot devient cow-boy. Et puis ensuite, les bons vieux temps, tirelire. C'est plus difficile de constituer des habitudes financières parce que tout est dématérialisé et numérique. Vous voulez y revenir à la séquence précédente? On y va alors. Juste avant, en fait, améliorer la communication patient-médecin. Alors, on parle des défis qui relèvent de cette communication. Et il peut y avoir beaucoup d'informations, trop d'informations, la nomenclature médicale, impénétrable éventuellement. Et parfois, le patient doit attendre longtemps avant de recevoir l'information qui l'intéresse. C'est un peu comme moi. Et puis ensuite, les informations personnalisées qui seraient simplifiées, la gamification, le jeuification, si je puis dire. Voilà, coder, réduire le fardeau administratif. Voilà, ça vaut pour le médecin. Et le robot est là pour aider. Là encore, améliorer, renforcer la confiance. C'est l'IA qui se fait passer pour un médecin, c'est peut-être un problème. Donc voilà, il a posé un masque sur ses traits de robot. Bon, ce message a été créé par l'IA, mais en fait, l'information est passée par la main d'un médecin et ça renforce l'adoption de l'IA plutôt que de savoir que voilà, ce message très clairement vient d'un robot. Et voilà, cette présentation de lancement, tracer la voie, ouvrir la voie de recherche, explorer de nouvelles voies de recherche en vue de démocratiser, vulgariser la science. C'est très bien, réduire les frais et le coût, même pour les petites sociétés. L'IA générative, ça peut donner accès à meilleure recherche dont ils ne disposent pas avec la chronologie et les données en sous-jacent. Et voilà, il a la baguette magique capable de tout faire. Mais l'IA ne peut pas se substituer au génie humain. Ici, on a cette femme qui fait des peintures rupestres et le robot essaie de reproduire ses dessins. Enfin, c'est pas exactement pareil, non? Et puis ensuite, le partenariat conclu entre les universités et la sphère privée. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, donc c'est en la main. Vous êtes BVA, comme chez nous, ou bien une entreprise de droit privé, et l'université veut avoir accès à ces données. Et chez Anastasia, on l'a vu, n'est-ce pas, accéder à un système de santé privé, avoir accès à des données sur le fitness. Là, on ne peut pas on peut pas le cultiver dans une éprouvette. Il faut aller dans le monde réel, récupérer ces données. Merci, Andrea. Bien, on continue sur la recherche. Je vais donner la parole à Émilie. C'est à toi. Merci Ted. Thanks, Ted. Alors on va switcher et cette roundtable va se faire en français. Donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous êtes avec nous depuis ce matin, voire même depuis hier. On a parlé avec beaucoup de super speakers, d'académiques. On a beaucoup appris, beaucoup partagé. On a parlé des insights et de l'impact de l'IA dans les insights au niveau client ce matin avec la roundtable de Stéphane Marcel, avec Renault, avec Orange. Donc on a déjà un petit peu étudié l'impact de l'IA de leur point de vue et ce qu'ils sont en train d'expérimenter, piloter. Donc cette roundtable est un petit peu différente. On va retourner sur les insights après la super intervention d'Anastasia sur les habit formation. Donc là, on va retourner sur les insights et essayer de comprendre comment est-ce que l'IA a déjà
un impact, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on teste et qu'on expérimente, notamment chez WBA Family, mais chez nos clients, chez nos concurrents, enfin bon, c'est vraiment une trend qu'on voit. Donc on a fait beaucoup d'expérimentation, beaucoup de pilotes, et là on met en place des outils, des solutions qui sont concrètes. Voilà. Donc aujourd'hui on a une roundtable avec deux de nos collègues partenaires, Estelle Cavallero qui est donc WBA Family Head of Product, donc qui est en charge de nous amener dans le monde de demain, hein, c'est pas une mince affaire, et Samuel Cohen de Fergen, notre partenaire sur les données synthétiques, on en parlera tout à l'heure. Donc l'objet de cette roundtable est donc de réaliser, de voir ce qu'on développe, quelles sont les solutions concrètes à WBA Family, mais en général chez nos clients. Alors Estelle, je vais te laisser la parole. Estelle, tu es donc Head of Product à BVA Family. Tu es dans le milieu des études depuis bien longtemps, même si tu as l'air très très jeune. Merci. Et dans le milieu aussi et passionné du développement de produits. Donc tu as fait un transfert du milieu des études au développement de produits. Et ça fait 6 ans que tu es donc à la tête du développement de produits pour The BVA Family. Alors raconte-nous qu'est-ce qui se passe chez The BVA Family et dans les insights avec l'IA. Donc je ne vais rien vous apprendre que la data aujourd'hui, c'est l'élément phare et c'est un vrai enjeu pour la prise de décision, soit pour nos clients, pour améliorer les expériences clients, etc. Mais avant d'arriver à la prise de décision, on se pose beaucoup de questions. Comment peut-on expliquer ce taux de détracteurs? Comment je peux augmenter de 10 points ma satisfaction globale auprès de mes clients? Quelles actions concrètes je dois mener pour amener ces améliorations et pour quels résultats? En se basant sur toutes ces questions, on part avec nos moyens humains et on prend cette pelle et on part chercher ces joyaux. On est obligé de faire des hypothèses parce qu'on a un moyen limité. On va sûrement croiser des informations intéressantes dans la data, mais est-ce qu'on se dirige vers là où il y a le plus d'informations, là où il y en a, où les informations sont les plus importantes, impactantes? C'est moins sûr. C'est pour ça que, en partant de tous ces problèmes et de ces questions qu'on se posait, on a voulu résoudre via le développement d'un nouveau produit qui va nous aider à l'aide de machines justement, qui va nous décupler les capacités que l'on a, à pouvoir détecter l'ensemble de ces informations dans cette donnée qui est importante et que l'on va valoriser pour mener des actions très concrètes et prendre des décisions très éclairées. On peut prendre un exemple très concret. C'est des données que l'on génère. On a souvent des bases de données de plusieurs centaines de variables que l'on peut croiser. Alors, on parle de données d'enquête, mais on peut penser aussi aux données qui sont couplées avec des données CRM. Ces données-là, on ne sait pas par où commencer. On est sur des hypothèses. Là, l'idée, c'est vraiment de lever ces biais déterministes et de pouvoir explorer l'ensemble de ces données. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est générer un cube de données on va avoir une cible. Imaginons la satisfaction client, qui est quand même quelque chose d'assez simple à comprendre pour tous. On veut atteindre cet objectif et comprendre la satisfaction, l'insatisfaction des clients. On va pouvoir croiser l'ensemble de toutes ces variables que l'on a en base, croiser l'ensemble des combinaisons et disposer de ce cube de données. Ce cube de données va être hyper précieux parce qu'on va pouvoir vraiment ressortir de ces informations les informations les plus importantes, les plus impactantes, et vraiment se focaliser sur des subpopulations vraiment très fines, très précises. On parle tout le temps de personnalisation, d'adaptation, des offres, des actions que l'on a amenées. Toutes les personnes sont uniques, c'est quand même quelque chose que l'on dit et que l'on répète. Ici, on va avoir cette capacité à descendre tellement finement que l'on va être en capacité justement de pouvoir analyser qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que l'intervention aussi, quand même, l'intelligence humaine intervient. En tant qu'expert métier dans le secteur du retail, de la banque, des assurances, etc., de pouvoir expliquer pourquoi on trouve ce type de résultats atypiques, extraordinaires sur ces sous-populations. Une fois que ce travail est fait, on peut avoir une deuxième étape qui est d'identifier des variables actionnables. À ce moment-là, on commence vraiment à passer vers l'action, à vouloir mener quelque chose pour améliorer la satisfaction client, par exemple. On va à nouveau prendre ce cube de données et cette fois-ci, on va lui appliquer l'ensemble des actions optimales que l'on peut faire pour augmenter, si c'est notre objectif, la satisfaction client. Et là, à nouveau, on va avoir des actions personnalisées sur chaque sous-profil, sous-échantillon que l'on a dans nos clients. On passe donc de l'exhaustivité de la data, à se noyer dans la donnée, mais tant mieux parce que c'est là où on voit tous les joyaux, à l'actionnabilité, à être en capacité de mener peut-être des actions
fines, petites, sur des petites sous-populations de nos clients, mais qui ont un vrai impact, parce qu'on va être en capacité de prédire ces gains en satisfaction globale, en satisfaction sur ce sous-échantillon. Et si on va encore plus loin, le fait de mener ces différentes petites actions va amener à ce qu'on a appelé l'effet cocktail. Ce sont des actions très personnalisées, peut-être sur des faibles populations, mais à grande échelle, ça finit par faire un effet cocktail sur notre satisfaction globale. Ça, c'est des éléments qu'on a déjà mis en œuvre, que l'on a pu identifier. Ça nous permet aussi de s'appuyer maintenant sur la donnée pour storyteller les histoires, pour trouver des actions et non plus de partir d'hypothèses. Si je vais encore un cran plus loin, on est assis sur une quantité de données de connaissances clients qui est énorme, mais on a une difficulté quand même à l'exploiter. Notre step suivant sur lequel on travaille, c'est de construire une base de connaissances sur laquelle on va pouvoir interroger. Quand je dis base de connaissances, je peux parler d'enquêtes qualitatives, les interviews, les focus group, les enquêtes quantitatives, comme vous avez l'habitude de faire, avec des questions, les bases de données, les rapports qui sont rédigés, les analyses qui sont faites, les recommandations faites par des experts, tout ça, ça a énormément de valeur. Les questionnaires qui sont rédigés, et aussi ce que je vous ai présenté juste avant, les analyses de cubes qui sont hyper profondes et précises, qu'on va pouvoir tout intégrer dans cette base de connaissances. Derrière, l'enjeu, c'est de transformer l'ensemble de ces données pour qu'elles puissent être consommées par des LLM, donc Large Language Model. Une fois qu'elles sont consommables, on dispose d'une grande bibliothèque de prompts qui sont réalisés par des experts métiers, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait cette expertise-là. En gros, comment ça se passe ? On va essayer de reschématiser, de reconstruire la pensée simplifiée d'une personne qui va faire une analyse si elle disposait techniquement de toutes ces données et qu'elle avait cette capacité-là de chercher parmi toute cette richesse de data. Donc on va écrire ces prompts et derrière, on aura deux modes d'utilisation, de consommation, un mode expert qui est via un chatbot, comme vous connaissez, ChatGPT, qui va donc se limiter, on va dire, à cette base de connaissances particulière, extrêmement puissante puisque c'est de la donnée vraiment de qualité, qui est vraiment calibrée, vérifiée et factuelle aussi, ce qui est très important pour être en capacité de prendre ces décisions stratégiques. La dernière chose, et là on est vraiment au bout de l'idée que l'on a, c'est la socialisation des insights. C'est que de consommer toutes ces données, aujourd'hui on a sûrement parmi nous beaucoup de personnes expertes qui connaissent les études, qui ont l'habitude de la data. On peut vite s'y noyer et ne plus comprendre. La socialisation des insights a un vrai impact et ça va être aussi sur le mode de restitution de cette base de données, de ce requêtage, qui peut être des podcasts, des rapports, des vidéos. On peut imaginer, ça va tellement vite au niveau de la technologie aujourd'hui qu'on peut très bien imaginer ce qu'il pourrait y avoir d'ici un an, les capacités qu'on peut avoir à restituer justement ces données, à ces capacités à chercher dans la donnée pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Oui, d'ailleurs, on aura un invité juste après avec Richard Bordenave qui nous présente une innovation un petit peu rigolote, mais qui est dans l'esprit de la socialisation des insights. Donc restez bien avec nous. C'est super intéressant, Estelle. Et donc, ça a été au niveau du process, donc c'est quelque chose sur lequel tu travailles avec ton équipe depuis maintenant quelques temps, donc je suis à peu près un an. Et donc, c'est quelque chose qui est facilement déployable, accepté, oui. Parce que bon, on sait quand même que le monde des études et des insights, il y a beaucoup de transformations, mais c'est quelque chose qui se fait parfois dans la douleur, parfois plus facile. Donc, comment a été ton expérience au niveau du déploiement ? Alors, sur le côté déploiement, évidemment, on a commencé à tester des choses qui se sont avérées validées par la valeur que ça délivrait. Et donc, l'idée, c'était de le produire en tant que produit. Et c'est justement là mon rôle, c'est de pouvoir scaler cette possibilité-là de faire ce type de process au niveau de notre donnée. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé et qui est en cours de déploiement et aussi de continuer à alimenter justement avec toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait imaginer. Sur le sujet de tout ce qui était prise en main, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'on en a parlé plusieurs fois dans les séances précédentes. C'est aussi comment aujourd'hui on aide nos collaborateurs à utiliser ce type d'outils, à faire en sorte que l'IA
on va parler de tout ce qui est hallucination, d'explicabilité. Est-ce que ce qu'on me restitue est vrai? Est-ce que je peux me fier? Est-ce que je peux prendre des décisions là-dessus, etc. On en a parlé sur tous les talks d'avant. Évidemment, la formation des employés, le fait de leur apprendre, de les guider, va être un vrai enjeu. Après, on a vraiment des experts métiers aujourd'hui qui déjà connaissent la donnée sur laquelle ils se reposent. On leur donne juste plus de capacité à aller chercher des choses et à les aider à mettre en avant certaines choses qui étaient peut-être cachées, comme on avait tout à l'heure, enfouies sous la terre très loin. Et oui, j'avais oublié la dernière slide, c'est qu'aujourd'hui, on aide vraiment nos clients, les managers, à écrire eux-mêmes leur chemin. À écrire leur chemin et non plus d'attendre ou de tester des choses. Là, ils construisent petit à petit, peut-être avec des petits pas, mais vraiment dans un objectif, d'augmentation de la satisfaction, etc. Très collaboratif. Alors je me tourne merci Estelle, et puis on reviendra sur, j'ai quelques questions pour toi, mais je vais d'abord me retourner vers Samuel. Donc Samuel Cohen, qui vient d'une startup qui s'appelle Fergen. C'est un partenaire de BVA Family. C'est une startup qui est spécialisée dans un petit sujet qui est revenu plusieurs fois aujourd'hui et qui a une tendance à revenir en ce moment, pour les bonnes ou les mauvaises raisons d'ailleurs, mais on va en parler, les données synthétiques. Donc on en a pas mal entendu parler sur différentes présentations. Sam, un petit peu de background. Sam est un leader éminent dans le domaine de l'IA appliquée d'ailleurs, et appliquée aux insights. Avant de fonder Fergen, Samuel était chercheur scientifique chez Meta AI, donc un petit background quand même. Il est titulaire d'un doctorat en IA génératif de l'UCLA et un master IA à Oxford. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des données synthétiques, tu vas nous parler de Fergen, tu vas nous parler de tout ce qui est actuellement possible, parce que là, on parle vraiment du concret, de choses qui existent. C'est plus au stade de l'expérimentation. On a beaucoup parlé d'expérimentation ces dernières heures. Là, vraiment, on rentre dans du concret. C'est quelque chose... nous, je sais que ça fait 1 an qu'on travaille dessus, mais toi, tu travailles dessus depuis bien plus longtemps. Donc voilà, raconte-nous un petit peu ton parcours et Fergen, et ce que tu fais pour, on dit improve research, voilà. Donc raconte-nous. En tout cas, merci Émilie pour l'intro. Voilà, en effet, moi, ça fait quand même quelques années maintenant, à peu près 7 ans que je suis dans le domaine de la donnée synthétique. J'ai travaillé à peu près sur toutes les vraiment différents types d'applications de ces technologies, sur les images, le texte, les données tabulaires, les données d'insight, les sondages, et même des données plus diverses et variées. Et en fait, mon but, ça a toujours été de comment je peux enrichir mes données avec des données qui sont générées par un modèle. Et donc, on a prouvé, en tout cas aujourd'hui, dans le monde des insights, qu'on était capable d'aller plus loin sur nos études en enrichissant ces données avec des données qui viennent d'un modèle qui a été entraîné sur ces données elles-mêmes. Donc c'est vraiment, j'ai des données et je veux les enrichir. C'est pas, je veux créer des nouvelles données from scratch. Donc je vais faire une petite intro à la donnée synthétique et ce qu'on appelle les répondants synthétiques. Donc l'idée vraiment, c'est que là on a réalisé un sondage sur, disons, 1 millier de personnes, c'est un peu le nuage de points que vous voyez ici. Et il y a un segment, donc c'est les points que vous voyez en bas, sur lequel on voudrait aller plus loin. On a un nombre trop limité d'échantillons. Par exemple, 40, 50 ici. On va entraîner un modèle sur toutes ces données, ces 1000 personnes. Et ce modèle va apprendre des corrélations entre tous ces individus, et il va permettre de générer plus de répondants pour un segment dans lequel on voudrait aller plus loin. Donc, ce n'est pas un modèle qui a été pré-entraîné sur des millions d'études dans le passé et à qui on demande, tu es jeune, réponds à ce questionnaire de 50 questions. C'est j'ai déjà fait un terrain, j'ai déjà réalisé un sondage et je veux aller plus loin en apprenant de ce sondage qui a déjà été réalisé. Ce qu'on a prouvé scientifiquement, c'est qu'on est capable, pour tous ces petits segments, d'augmenter 3 fois la taille de cet échantillon. C'est-à-dire que si j'ai 50 personnes parmi une étude de 1000 personnes, parmi un sondage de 1000 personnes, je vais pouvoir générer 100 personnes en plus, qui vont amener au même résultat, à la même précision que si j'avais collecté 100 personnes en plus dans le monde réel. Donc en termes de qu'est-ce que ça apporte pour le client, parce que tout ça, pour l'instant, c'est du scientifique, c'est des statistiques. Du côté marque, on permet de faire des stratégies marketing de niche. C'est-à-dire, j'ai un brand tracker, je traque l'engagement par exemple sur différents types de marques, différents types de produits parmi ces marques. Et maintenant, on va pouvoir aller donner des recommandations à des échelles beaucoup plus petites,
c'est-à-dire à l'échelle de marques ou même de produits parmi ces marques, parce que maintenant on va pouvoir avoir des échantillons significatifs sur ces petits segments. Donc le deuxième avantage pour les marques, c'est que c'est dans un temps qui est favorable. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus besoin de refaire un terrain pour toutes ces cibles qu'on veut aller collecter. On peut le faire d'une manière real-time, c'est-à-dire j'ai fait mon étude, je vais aller zoomer de manière quasiment real-time, c'est-à-dire ça prend une demi-heure en moyenne de booster ces terrains. Ah ouais, c'est super. Estelle trouve des nouvelles cibles grâce à son cube, et toi, boum, exactement. Exactement, c'est extrêmement complémentaire. C'est vraiment l'idée, c'est voilà, Estelle peut trouver des cibles, nous on peut les booster très rapidement, et c'est dans un budget qui est très friendly. Et au niveau du côté institut, ça va amener beaucoup d'avantages du côté business, parce que voilà, maintenant on peut compléter les quotas, donc les clients sont contents. On peut avoir un avantage du côté IA, c'est-à-dire on peut dire voilà, regardez, nous, je vous amène des technologies qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin que tout le marché. Donc en fait, tout le monde y gagne dans ce marché à utiliser ces technologies. Maintenant, la grande question, c'est voilà, comment ça marche, est-ce que c'est pratique? Il y a une plateforme, BVA l'a wrappé dans tous ses services pour pouvoir justement l'utiliser, l'intégrer dans ses workflows et le rendre en réalité un service dans lequel on ne voit même pas faire gêne voilà, quand on utilise l'offre BVA Pixel AI. C'est une plateforme, on upload un sondage, on entraîne un modèle, on sélectionne un segment qu'on veut booster et ensuite on obtient un nouveau fichier de répondants. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, le dernier point que je vais évoquer, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a des manières quantitatives, statistiques, de vérifier que cette technologie marche. C'est le concept du parallèle test. C'est d'ailleurs ce qui a été fait pour prouver que les méthodes de collection en ligne de sondage fonctionnaient. On peut faire exactement la même chose avec les données synthétiques. C'est-à-dire qu'on peut prendre donc cette étude dont je parlais plus tôt, on peut ensuite entraîner un modèle sur un sous-échantillon de cette étude-là, qu'on va booster ensuite des différents segments, et on va comparer justement donc, ce boost à des données qu'on a gardées de côté pour pouvoir montrer qu'on est capable d'affiner la précision de ces modèles. Donc on est capable de dire, voilà, ça marche. C'est pas une question de philosophie, c'est une question de maths et de statistiques, et on peut vérifier que ces technologies marchent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais. Alors ça marche, moi je suis bien placée pour dire que ça marche, mais un peu la même question que j'ai posée à Estelle tout à l'heure. Comment embarquer, enfin ça fait un peu peur aussi. On entend quand même beaucoup de gens qui disent « Oh, mais en fait, je sais pas, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est pas un petit peu magique ?» Parce que bon, c'est vrai que, comme tu dis, c'est très rapide, ça nous permet quand même d'augmenter de manière très significative les échantillons. Donc, comment ça se passe au niveau des clients, on en entend de plus en plus parler, mais comme je disais, parfois c'est un peu polarisant. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Chaque mois, l'intérêt des clients et des marques augmente. Parce que de un, c'est un sujet dans lequel tout le monde parle. De deux, la valeur est claire. C'est-à-dire, si ça marche, oublions est-ce que ça marche. Si ça marche, la valeur est claire et elle est monnayable. C'est une valeur le ROI est extrêmement clair. Et donc, d'un côté, il y a de plus en plus de bruit, donc on se dit que peut-être ça marche. De l'autre côté, la valeur, si ça marche, est là. Donc les marques sont de plus en plus dans un état d'esprit de « Ok, il faut qu'on essaye ». Parce qu'au pire, on aura fait un test, et dans le meilleur des cas, ça peut changer la manière dont on travaille. On va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir avoir des études qui sont plus consistantes, plus cohérentes, et on va pouvoir zoomer, donc avoir des meilleures décisions business. Donc le mindset a complètement changé ces derniers mois. Je reviens de la conférence des OMAR à Athènes, où justement j'ai pu observer ça at scale, avec 1 millier de chercheurs et de personnes travaillant dans des marques qui veulent explorer. Et donc aujourd'hui, on vend ces boosts. Des grandes marques adoptent ces technologies et toutes celles qui ne l'ont pas encore fait veulent au moins commencer à explorer. Donc ces technologies sont vraiment prêtes pour le marché. Okay. On entend un petit peu de tout, on va dire, sur le sujet de données synthétiques. Et d'ailleurs, on en a fait l'expérience aujourd'hui. Isabelle en parlait, Isabelle Hervé-Collet ce matin. On entend certains qui disent on y croit pas. Bon, très bien, comme toute nouveauté, comme toute innovation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de définition de qu'est-ce que les données synthétiques? Parce qu'il y en a de plusieurs types. Est-ce que tout le monde parle bien de la même chose? Quels sont ces différents types? Parce que je trouve qu'il y a quand même un peu de confusion sur le marché des insights quand on entend par exemple le feedback qu'il y a eu à Isomar ou d'autres.
Comment est-ce que tu clarifierais un petit peu la situation? Qu'est-ce que c'est que les différentes données synthétiques? Qui fait quoi? Et de quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce que je trouve que c'est important de clarifier les données synthétiques quantitatives, qualitatives, les personas. Enfin, c'est très vaste. Donc... C'est un très bon point, c'est un point qui est très important et je pense qu'il est très important de toujours, quand on expérimente avec, par exemple, expérience avec un type de technologie de données synthétiques et qu'on dit ça marche pas, en fait il faut être très spécifique sur qu'est-ce qu'on veut dire par données synthétiques. Donc c'est un point qui est très important. Donc moi j'aime différencier déjà 2 types de familles. Les familles de modèles qui sont pré-entraînés sur des millions de sondages, donc par exemple avec des LLM dans le loop, et qui essayent de répliquer en vérité une population ou un monde réel sans nécessairement avoir un sondage qui a déjà été collecté. Donc c'est toutes les familles par exemple des personas, les synthétiques personas, etc. Et d'un autre côté, on a des méthodes plus quantitatives où on entraîne un modèle, on fait de la modélisation en vérité sur un terrain qui a été rené, et on vient juste augmenter la taille de l'échantillon qui a été collecté. Donc ça, c'est 2 familles complètement différentes. Donc pour la première famille, il y a un avantage qui est clair, qui est que je pré-entraîne un énorme modèle, et dès que j'ai une idée, je vais faire un concept test par exemple, ce qui est beaucoup fait dans les études, et très rapidement je peux avoir des retours de mes synthétiques personas parce que on n'a pas besoin d'interroger des personnes réelles, on interroger ces personas synthétiques. Donc l'avantage vraiment c'est le time to insight et c'est le fait de pouvoir faire des concept tests ou des pré-study tests pour avoir des idées sur comment améliorer son étude avant de la lancer. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient évidemment c'est que il y a des biais qui viennent du fait d'avoir entraîné ces modèles sur plein d'études passées, potentiellement pas liées à l'étude qui va être faite. Et le second point qui est important, c'est que ces études ne sont pas nécessairement connectées au marché. Parce qu'elles sont pré-entraînées sur plein d'études qui ne sont pas liées à ce qui est en train de se passer dans le marché. Et donc par exemple, c'est la raison pour laquelle on a des trackers dans cette industrie, c'est pour pouvoir traquer l'intérêt par exemple over time, ce qui n'est pas le cas de ces modèles. Donc en fait, c'est une solution qui est bonne pour générer des idées, mais c'est pas une solution qui est bonne pour remplacer des terrains complètement. D'un autre côté, les modèles plus statistiques, comme les modèles qu'on utilise, partent d'un terrain et utilisent des méthodes une sorte de régression premium, en quelque sorte, pour pouvoir améliorer la qualité et la robustness de notre étude. Et donc en fait, dans ce cas-là, il y a des garanties qui sont très claires, il y a des manières empiriquement de tester jusqu'à où on peut aller, et il y a donc des manières de mettre des guidelines très claires sur quand ça marche pas. Donc ça, c'est plus le côté limitation de ces méthodes-là. Il faut faire très attention à suivre les guidelines qui sont établis par des groupes comme le nôtre, par exemple, des guidelines empiriques sur les tailles d'échantillons, les tailles de terrain, le type de questionnaire, pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir des problèmes au niveau statistique. Tout à l'heure, tu parlais du temps, et c'est vrai que je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est quelque chose que les algorithmes, l'IA, etc. en général, peut nous apporter. Là, par exemple, dans l'exemple du cube, c'est entre le moment où tu prends la prise de température et le moment où tu es en capacité de prendre une décision, de mener une action, le temps, c'est totalement réduit. On parle d'agilité, le monde change très vite, il y a des nouvelles choses qui sortent. Il faut qu'on soit en capacité de vite agir, de vite changer les choses, de vite comprendre. Et c'est vrai qu'en s'appuyant en général sur l'IA, c'est quelque chose que ça nous permet, qui ne nous permettait pas de le faire avant. Sans parler de temps passé, je fais des économies sur le temps de mes employés, etc. Pas du tout dans ce sens-là. D'être en capacité de les alimenter beaucoup plus vite, en données, en insight, pour être en capacité de faire des recommandations, de prendre des décisions. Oui, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Je pense que tant qu'on sait les limites et le scope de ce qui peut être fait, on n'a qu'à y gagner. Mais tant qu'on respecte ce scope et ses limites, on a tout à y gagner en termes de valeur. En réalité, ce que tu décris comme le temps, par rapport au temps, pas le temps de réduire le nombre d'heures passées à cleaner des fichiers par exemple, mais en réalité ce qui est important c'est la valeur que ça peut créer et le fait que, moi j'ai beaucoup de discussions récemment avec notamment les Omar et des leaders du secteur qui disent voilà, on veut faire en sorte de commencer à créer plus de valeur, plutôt que de rester vraiment monotone sur ce qu'on fait, de pouvoir amener plus de valeur aux marques pour leur permettre d'aller plus loin sur ce qu'elles sont capables de faire. Donc je suis entièrement d'accord. Oui, tout à fait. L'automatisation, c'est une partie, mais la valeur, c'est vraiment ce qui est le plus important, quoi. Donc, je regarde, j'ai beaucoup de questions. Alors, Estelle, une première question pour toi. Donc déjà, super le cube. Et comment éviter les biais et les dérapages? Est-ce que tu peux nous parler des bonnes pratiques qui te permettent d'éviter tout dérapage? Alors, sur la partie qu'on utilise
de ce fameux calcul de cube, de simulation, etc. Là, justement, c'est peut-être l'un des principaux avantages aussi, hein, en plus d'aller plus loin, etc., plus vite, c'est justement d'enlever les biais déterministes. Parce que là, on part... on le fait sur des centaines de variables, avec des croisements, ça donne plusieurs centaines de milliers de combinaisons de sous-populations. Donc là, pour le coup, on n'est plus du tout avec un biais qui soit de ton expertise sectorielle, d'une idée que tu te fais de tes clients, etc. Tu pars vraiment à la découverte. Et évidemment, je parle de centaines de milliers, on ne t'abandonne pas sur des centaines de milliers de sous-populations. Tout ça est... highlighté, mis en valeur, on a quelque chose qui nous permet de ranker ces sous-populations pour qu'elles soient plus intéressantes. Donc là, déjà, tu n'as plus de billets. Après, sur la partie IA générative, de ce côté-là, alors l'idée déjà, c'est le point fort qu'il faut absolument résoudre, c'est la qualité des données que l'on ingère, en sachant qu'est-ce que l'on met dedans. L'avantage, c'est que là, c'est de la donnée, entre autres, sur laquelle on travaille, qui est de chez nous, réalisé par des experts. On a des data scientists, on a des experts dans le domaine de la data, et tout ce que c'est vraiment de la haute qualité de données, que ce soit en termes de commentaires que de data. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, il y a la transformation de la donnée. Ça, c'est un enjeu aussi pour être en capacité de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas associer des choses qui soient mauvaises et derrière d'avoir des mauvaises interprétations, des mauvaises recommandations. Et les prompts qui sont, c'est un des gros travaux que l'on doit faire, et justement c'est là où je trouve que le monde de la tech et le monde des expertises se retrouvent, parce qu'on a vraiment besoin des deux. On parle de remplacer l'IA, remplacer les humains, etc. L'IA ne fera jamais ce travail-là. On a besoin de ces experts qui nous expliquent leur travail, qui expliquent qu'est-ce qu'on doit aller chercher, de la façon dont on parle, quels termes, parce qu'on a un jargon qui est peut-être aussi très atypique en fonction des acteurs. Tout ça doit être défini, et aider justement l'IA à nous aider à en ressortir ces insights pour limiter les biais, les hallucinations, etc. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a Human Advantage et AI Advantage. Voilà, comme ça on représente bien le sujet. J'ai alors une question qui revient très très souvent sur les données synthétiques, que tu dois donc connaître par cœur, mais là elle est revenue pas mal aussi. En quoi les consos synthétiques sont différents de pondérations simples des échantillons par duplication des lignes? C'est la question principale, et je pense que c'est une question qui est très importante. Donc en gros, l'idée, c'est que quand on fait une pondération, donc imaginons par exemple qu'il y a juste un seul segment dans lequel on est censé avoir 50 personnes, c'est un segment de 5% de pénétration parmi 1000 personnes, et on se retrouve avec 25 personnes. Ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde des sondages, c'est qu'on va donner un poids x2 à chaque individu, qui est en fait l'équivalent de si on avait collecté 2 personnes, des jumeaux pour chaque individu présent dans l'étude, et en fait ça va corriger en quelque sorte le biais qui vient du fait qu'on a sous-échantillonné ce segment. Maintenant, il y a un problème. Quand on zoome sur ce segment, sur ces 50 personnes qui sont en réalité 25 personnes, la marge d'erreur de ce groupe n'est pas de 50 personnes, parce qu'on a mis un poids x2. Elle est de 25 personnes, parce qu'on a collecté seulement 25 personnes de cette distribution de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'on a corrigé quelque chose, un biais au niveau global, mais on a toujours la même variance, et donc la même marge d'erreur au niveau du segment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment zoomer sur ce segment-là si on n'a que 25 personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde de ces modèles synthétiques? Quand je disais plutôt qu'on a un facteur de boost d'environ 3x en moyenne, basé sur des milliers et des milliers et des milliers de parallèles tests, ce que je veux dire, c'est que on va générer un segment boosté qui a la même marge d'erreur statistique que si on avait à la base échantillonné 3 fois plus de personnes. C'est-à-dire que quand on va zoomer sur ce segment-là, on aura réellement, donc dans ce cas-là, 75 personnes, plutôt que 25 avec lesquelles on est parti de base. C'est-à-dire que ça permet de remplir les quotas, mais surtout ça permet de zoomer tout en ayant une marge d'erreur qui est désirée. Et donc la différence, juste pour résumer tout ça, la différence c'est du côté pondération, on corrige un biais à l'échelle globale, mais on ne change pas la variance à l'échelle locale. Du côté donc synthétique, on fait en vérité une réelle pondération, une pondération premium comme on peut l'appeler, parce qu'on arrive vraiment à ce qu'on aurait eu si on avait collecté ces personnes en plus. Ok, c'est clair. Autre question, alors il y a beaucoup de questions. Alors une question en franglais, ça me va bien. Comment le modèle peut-il être accurate pour les petits segments alors que l'échantillon sur lequel il est entraîné est si petit?
Donc, très bonne question aussi. Donc, on a vu dans les slides cette illustration dans laquelle on avait un gros nuage de points et il y avait un petit segment en bas qu'on voulait booster. Donc l'idée ici, c'est qu'en fait, on ne part pas que de ce segment de 25 personnes pour en fait, le booster à 75 personnes. On apprend de ces 1000 personnes des corrélations qui permettent de mieux comprendre la population et l'étude, donc le questionnaire, et qui vont permettre justement d'enrichir ce groupe-là. Donc il y a deux types de patterns qu'on utilise. Des patterns au niveau donc, des questions, donc là, je représente le tableau de cette étude, au niveau des questions et au niveau des individus. Donc au niveau des questions, on va prendre des patterns du style, voilà, en général, si tu vas toutes les semaines chez Zara, en général, tu vas donner un score plutôt positif en termes de satisfaction à Zara. Donc ça, c'est des patterns que le modèle va pouvoir utiliser. Un autre type de pattern, c'est un pattern au niveau individuel, où le modèle va apprendre que les 18-24 ans répondent de manière plutôt similaire aux 24-35 ans et de manière plutôt anticorrélée aux 70+. Donc basé sur tous ces patterns, il va pouvoir crafter un échantillon plus enrichi, donc avec une marge d'erreur plus faible, sur le segment qui intéresse, basé sur tout ce qu'il a appris. Donc c'est pas on rend 25 personnes, 75 personnes. C'est on apprend de 1000 personnes pour pouvoir prendre ces 25 et les augmenter, les enrichir. J'ai une question, je pense, pour toi, Estelle. Alors, elle est en anglais. Alors, how do you know it is not just a correlation if you're not using a hypothesis as a starting point? Tu peux je peux juste la lire parce que quand même je peux te la faire en français si tu veux, mais alors, si tu poses pas des hypothèses au début, comment est-ce que tu sais que c'est pas juste un point de corrélation voilà. Parce que justement, le cube tel qu'il est défini fait appel à des algorithmes très puissants, que ce soit en termes de stats, mathématiques, qui sont validés encore une fois par nos experts. On va faire des calculs qui vont nous permettre, de connaître la satisfaction qu'a ces sous-échantillons et comment ils se comportent par rapport aux autres. Et là, on va pouvoir, alors là, je suis désolée, du coup, je vais avoir mes limites en termes statistiques, etc. Mais mes collègues seront ravis de vous répondre. Mais on a plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de dire, c'est une population qui est atypique, qui est extraordinaire. 2, à quel point elle est extraordinaire. Donc ça va tout de suite nous permettre, on parlait de prioriser, de tout de suite regarder où ça se passe, et ce n'est pas qu'une question de corrélation, c'est vraiment en termes statistiques, il se passe des choses ici. Ensuite, il y a la partie actionnable qui va nous permettre aussi de vraiment avoir pour chaque sous-population le calcul de l'optimisation à faire, du switch à faire. Je ne sais pas, cette sous-population consomme l'offre numéro 3. On sait qu'il faut qu'elles se mettent à consommer l'offre numéro 4, donc peut-être leur proposer en termes d'action une nouvelle... vous avez la chance, on vous propose l'offre numéro 4, mais ça fait gagner de 10 points votre satisfaction globale. Voilà, on saura exactement pour chaque sous-échantillon, et avec des calculs, là je ne pourrais pas les expliquer, statistiques assez puissants et que nous aident en fait avec le high performance computing de générer à des très hauts niveaux de calcul sur des très très grands nombres de combinaisons. C'est très clair. Merci. Alors, une autre question pour toi, Samuel. En quoi les résultats des données synthétiques diffèrent des résultats obtenus sur les petits sous-échantillons qui ont été boostés? En quoi ils sont plus fiables? Donc, très bonne question encore. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont différer. Donc, je vais expliquer pourquoi. Ils vont différer de la même manière que les résultats différeraient si on avait échantillonné 3 fois plus de personnes pour ce segment-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, la grande question qu'on nous pose tout le temps, c'est voilà, j'ai ces 18-24 ans dans mon terrain, et donc ça revient à la question aussi de la pondération. Est-ce que je vais avoir les mêmes insights? Donc si par exemple j'avais 48% de oui à la question 1, est-ce que après le boosting j'aurais encore 48% de oui à la question 1? Ben non. Donc l'idée c'est que la ground truth, c'est-à-dire si j'avais échantillonné 500 plus de personnes dans le monde réel, imaginons que la ground truth c'est par exemple 60%. Que dans mon terrain de 25 personnes, j'ai 45% de oui. Donc il y a un gap de 15%. L'idée, c'est les résultats basés sur l'échantillon augmenté vont aller se rapprocher des résultats qu'on aurait eu si on avait un échantillon beaucoup plus grand. Donc ils vont aller vers 55, 58, dépendant du terrain de base. Donc en fait, on corrige la variance, c'est-à-dire on réduit la variance, on réduit la marge d'erreur, et on va amener à être plus proche dans tous les tris qu'on sort sur l'échantillon qui est augmenté. Maintenant, juste rapidement, pourquoi on part et on change ces résultats par rapport au terrain de base? L'idée, c'est qu'on a utilisé beaucoup plus de données que seulement ces 25 personnes. Comme je le disais juste avant, on apprend par exemple que les 18-24 ans sont corrélés aux 25-31. Et donc on va utiliser des informations de ce groupe pour justement réduire la variance dans le groupe 18-24 ans. Et donc on apprend tout ça,
justement à corriger les résultats et à réduire cette marge d'erreur. Donc oui, les résultats sont différents et les résultats sont plus proches de ce qu'on aurait si on avait collecté beaucoup plus de répondants. Ok, très clair. Une autre question. Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé avec Anastasia, qui avait utilisé des données synthétiques aussi au niveau robustness dans son étude. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du monde en dehors du monde des insights? Comment est-ce qu'on utilise les données synthétiques? En quoi elles sont utilisées? À quel avenir tu y vois? Quelle est l'évolution des données synthétiques d'après toi? Alors, il y a beaucoup de domaines. Donc, le premier domaine qui est intéressant, c'est le domaine des LLM. Donc en fait, aujourd'hui, tous les grands groupes qui entraînent des gros modèles de langage sont arrivés à un problème qui est qu'ils ont atteint la limite des données qui existent dans le monde réel. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés sur le web entier, et donc en fait, ils ont atteint cette limite, ils n'ont plus de données à utiliser pour entraîner leur modèle. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils créent des données synthétiques qui sont très spécifiques à des tâches dans lesquelles ils veulent que leur modèle performe mieux. Et ensuite, ils vont réentraîner leur modèle sur ces petits sets de données, donc les fine-tuner ces modèles, sur ces petits sets de données qui sont spécifiques à des tâches sur lesquelles ils veulent mieux performer. Donc le loop, c'est voilà, ChatGPT génère moins 500 exemples de tel type de tâches. Donc par exemple, ChatGPT était mauvais à faire des calculs, des additions de base, ou à transférer tel type de... Par exemple, il y avait un problème autour d'extraire des choses de base de données. Okay, donc c'est un truc très spécifique, juste il fallait entraîner le modèle à avoir le bon langage pour ça. Et donc il demandait à ChatGPT, ok, crée-moi plein d'exemples de ça bien structurés. Et ensuite, une fois qu'on a les exemples, on fine-tune ChatGPT sur ces exemples qu'il a créés. Et magie, ChatGPT marche beaucoup mieux pour cette tâche. Donc ça, c'est un des gros use cases, et tout le monde fait ça, OpenAI, Anthropic, tous les leaders du domaine. Ça, c'est le premier use case. Le deuxième gros use case, c'est la privacy et l'anonymisation des données. Parce qu'au final, si on arrive à répliquer une base de données de manière assez proche, eh ben, on gagne dans le fait où ces nouvelles données sont synthétiques, donc elles ne sont pas réelles, c'est des nouveaux individus, donc il n'y a pas de problème de GDPR, et elles répliquent vraiment, et donc on peut remplacer les données qu'on a par ces données-là. Et donc ça permet de respecter le GDPR sans perdre en fait, de l'accuracy dans ces workflows et ces process. Donc c'est un peu les gros use cases aujourd'hui dans tout ce qui est données synthétiques. Ok, super. Je regarde d'autres questions. Challenge. Alors, non, il y a une question qui est un petit peu beaucoup plus générale, qui est sur what are the biggest challenges you face right now related to understanding customers and creating segmentations? So how would you imagine AI and behavioral science might address those? Donc ça, c'est une question un petit peu compliquée. Créer les segmentations, donc understanding customers and creating segmentation. J'imagine que c'est plus une question de pub, oui. Alors on n'est pas sur de la segmentation à proprement dit, on trouve des segments. Alors je ne sais pas comment certains l'utilisent segments, d'autres profils, sous-population, sous-échantillons, combinaisons. Et donc du coup la question est sur the biggest challenge you face, right? Les plus grandes challenges sur le fait de comprendre les différents customers et de créer des différentes segmentations. Alors là c'est ce qu'on disait, c'est justement le fait d'aller assez... Je peux donner un exemple très concret imaginons la tranche des 24-35 ans qui aiment le chocolat, qui se sont rendus récemment dans l'hypermarché X et qui ont acheté des confiseries. Et on connaît donc leur taux de satisfaction, leur taux de recommencement, le fait qu'ils reviennent en boutique, etc. Sur cette sous-population, cet échantillon, là, c'est un moment T. Donc, tu vas avoir quand même, tu vas avoir cette définition. Déjà, on la capte, ce qu'on ne faisait pas avant. Et là, on peut descendre à des niveaux qui sont hyper élevés, de plus de 10 niveaux. Et derrière, tu vas avoir la capacité de vraiment mener des actions très spécifiques. Pour moi, dans les challenges que l'on a, justement, c'est d'être en capacité de personnaliser. On parle d'expérience client, de personnaliser les actions que nous on va mener parce que dès qu'on parle d'action, c'est aussi dépenser de l'argent. Parce que tu vas dépenser de l'argent peut-être dans du matériel, dans une formation, le fait de mener quelque chose. Il faut que ça puisse avoir un retour d'investissement. Là, le fait de pouvoir se concentrer sur un tout petit segment, de faire des petites actions mais qui apporteront à terme le résultat, c'est un vrai challenge dans les entreprises d'être dans cette capacité de s'ajuster rapidement et de façon personnalisée.
Alors, je ne sais pas si c'était tout à fait ça la question, mais... En tous les cas, c'est très intéressant. Voilà. Et si c'était pas ça, reposez-nous la question, on y répondra différemment. Merci beaucoup Estelle, merci beaucoup Samuel, merci beaucoup. très intéressant. J'espère que tout le monde a apprécié cette roundtable sur l'impact de l'IA dans les insights. Ted, back to you. Merci Émilie, merci Estelle. Alors, je tiens à remercier mes collègues. Samuel, merci de votre retour. C'est l'un de nos associés. Bien. Alors, nous allons rester sur le segment recherche. Nous sommes à 2/3 de la fin de notre séquence. Adrien, un petit point croquis? Voilà, nous avons commencé par dire qu'effectivement, il y a beaucoup de questions très précieuses et grosses questions. Fort heureusement, nous avons ce cube multidimensionnel pour exporter des données. Alors, il faut aller chercher ces lingots qui brillent, ou ces diamants en l'occurrence, qui brillent, et il faut espérer trouver des leviers. Alors, il y a ce levier qui est actionné pour augmenter la satisfaction et le reste. J'adore l'effet cocktail. Hein. J'adore les cocktails. On a besoin d'un cocktail. La journée aura été longue, surtout si cela augmente votre satisfaction. Tout le monde apprécie une lampée de cocktail. Alors, les données de synthèse. Effectivement, c'était récurrent, et même dans les questions d'ailleurs. Et notre copain robot, il fait des livraisons désormais. Évidemment, il livre des insights, il transforme ces insights sur des marchés de niche notamment, mais il faut respecter les orientations. Et eux, ils ne le font pas. Hein. Mais ce n'est pas la jungle, ce n'est pas la foire d'empoigne. Hein. L'utilisation de l'IA ne nous donne pas toute l'attitude de faire tout ce qu'on veut. Il faut que ce soit structuré. Hein. Il faut suivre effectivement rigoureusement ces orientations. Et puis ensuite, suivre la réglementation, les textes de loi. Nous l'avons vu. Et puis, voilà. C'est tout. Bah, Émilie, alors. Alors, voilà, vous êtes de retour. Voilà, on entame maintenant la dernière séquence. Nous avons une démonstration, donc c'est un peu différent comme format, et une application remarquable de l'IA. Nous avons Richard Gordonev qui va piloter ces séquences. On l'a vu hier, c'est un collègue, 20 ans d'expérience du côté client, Danone notamment, du côté du consultant également. Richard était un fondateur de BVA en 2018. Il est le responsable comportement dans sa société actuelle, et je suis passionné par avance par cette démonstration. Oui, j'en ai parlé précédemment, c'est très novateur. Richard va parler aux côtés de Catherine Hughes, c'est quelqu'un qui est dans les data science, qui est fasciné par l'IA et le talent humain. Et il a fondé Rumor Rocket, une société en 2014, bon ça c'est il y a 10 ans, quand elle était encore étudiante. Rumor Rocket, c'est une entité rentable avec une présence dans 14 pays. 2021, elle a lancé Nudget avec l'idée de créer l'IA avec du talent humain travaillant côte à côte. Elle est spécialisée dans l'IA et dans l'apprentissage machine, vraiment dans le cœur de notre intérêt, et crée des solutions comportementales qui peuvent réfléchir à agir avec un sous-jacent sensoriel. Voilà, on y va alors. Hi, Kathleen. It's very nice to see you today for this Human Advantage AI dedicated day. You guys are running a company called Nudget. Maybe you could share with our audience a little bit of what you're doing. Sure, it's great to be here today. So a little bit about Nudget. We started it in 2021 with the mission of using behavioral science and integrating that into AI systems to simplify how data-driven decisions are made. So one of the challenges that we noticed in the industry was there was so much data being processed, but not a lot of insight
to work with. So we combined our algorithms with cutting edge AI systems to see how we could simplify that process. And one of the things that we found was when ChatGPT came out in 2022, there was more of a demand for the technology that we were developing. So we pivoted around generative AI, and right now we're building systems and AI experts for various industries. I can remember in 2022 when we had our conversation, it was all about ChatGPT. At that time, actually, most people were looking at it as a kind of a omniscient chatbot, or maybe some use the term stochastic parrot. But since then, a lot has happened, and I think we are moving into more problem-solving tools or expert conversations. Where do you see AI going now? And then maybe how do you see companies taking over the changes happening? So, having been in the industry for almost 12 years, working on and building AI, I've seen a lot of hype cycles come and go. And the interesting thing about this current cycle is I feel that it's simultaneously overhyped in all the wrong ways, but also underhyped in all the wrong ways. When ChatGPT first came out, everybody was so impressed with what it could do. And people were saying it was only a matter of time before programmers would be replaced, data scientists would be replaced, and so on. Well, that's not exactly the case. The technology still has a lot of promise. The algorithm underneath large language models simplifies and helps us find patterns from large amounts of data. So in a sense, it's a tool that can be used to engage with the data that we're collecting and to simplify how decisions are made with that data. So what I'm starting to realize is as companies work on their data sets and integrate it with AI systems, a lot of the focus is going to move from managing data to building pipelines to build very useful and actionable insights. Yeah, we see a lot of automation going on, but there's one shared belief that I know you and I have about how AI can actually create some sort of AI colleagues, like partners or coaches that could not just help us do our work, but maybe also upskill our teams and coach us. Can you explain the type of layers you have to add to the, let's say, classical AI to make it happen? So when I talked about the behavioral science that we at Nudgeit are doing, it's plugging in something called heuristics into AI systems to simplify how an AI can process data in an actionable way. So, for example, when you're talking about experienced marketers, none of them probably go through thousands of pages of market research, but they simplify what they're looking for when going into a new market into 5 questions. What are the top brands in the industry? What jobs to be done are they solving? What underserved jobs to be done are there in the market? And how can they position a product to serve that market? Is that market something that can make a lot of money? And when you ask these simplified 5 questions, you actually formulate a heuristic. It's a lens that you can use to look at the data. So what Nudgeit does is we're looking at scaling these expert heuristics into generative AI systems to simplify that decision-making process. So you're no longer looking at it from a prompt and get a response, but the AI is able to ask you questions to get clarifications on your objectives and to see if it has the data to be able to move your objectives forward. Well, that's amazing power for an AI assistant. Maybe, Kathleen, you could show us what we've been developing together with Pieris in Vivo. Do you have a demo for us?
Sure, Richard. I'd love to introduce you to Sanya. She's an innovation strategist that's been trained on PRS and Vivo's content to help write new innovation concepts and find emerging trends in existing markets. So, Richard, here's Sanya, and Sanya, here's Richard. Hi, Sanya. Good to meet you. I'm Richard. Hi, Richard. I'm Sanya, your AI research partner. I'm here to help you launch compelling new product concepts by discovering underserved market segments and opportunities. Let's get started with a few questions. What kind of new product are you writing a concept for? Well, let's assume I'm an international marketing manager and I want to create a new instant noodle product. That sounds exciting. Richard, which markets are you targeting to sell your new instant noodle product in? Oh, I'd like to launch it in Indonesia. Great choice. Indonesia has a large market for instant noodles. Now, can you give me what insights or what jobs to be done are underserved in the Indonesian market, for example? Excellent. Richard, let's dive into the insights. Based on the existing market research, here are a few potential jobs to be done that might be underserved in the Indonesian instant noodle market. Like to explore any of these options further or need additional details on specific segments? Well, let's pick one, maybe the premium version. Can you elaborate like the different persona that could be interested with this kind of product? Absolutely. Richard, let's delve into the premium instant noodle segment. Here are a few personas that could be interested in this kind of product. Would you like to explore strategies to effectively reach and engage these personas? Well, I may be more interested into the busy professionals. Urban professionals. Demographics. Ages 25 to 45. Living in urban areas with higher disposable income. Needs. Quick, yet high-quality meal solutions that fit their busy lifestyles. They appreciate gourmet flavors and are willing to pay a premium for convenience and taste. Preferences. Unique, sophisticated flavors, organic or sustainably sourced ingredients, and stylish, convenient packaging. Sanya, tell me, can you spot emerging trends that I could apply? Absolutely. Based on the existing market research, here are some emerging trends in the Indonesian instant noodles market that you could consider for your product concept. 1. Health-conscious options. There's a growing trend for healthier instant noodle options, such as low-calorie, high-fiber, and MSG-free varieties. Brands like Memonilo and FitMe are capitalizing on this trend. 2. Spicy flavors. Spicy flavors are highly popular among Indonesian consumers. Brands like Lee Gaga Extra Pedas and Lee ABC Sanera Pedas are focusing on this trend. 3. Premium and innovative products. There is a market for premium instant noodles with unique flavors or real ingredients, like bakmi mewah, which includes real chicken meat and mushrooms. Can you give me ideas of flavors that maybe are not existing in Indonesia, but popular in other Asian markets? Richard, here are some unique flavors popular in other Asian markets that could appeal to this segment in Indonesia. Laksa, origin, Singapore, Malaysia. Description, a spicy noodle soup with rich coconut milk, shrimp paste, and a blend of aromatic spices and herbs. Beef pho, origin, Vietnam. Description, a fragrant noodle soup with a clear broth, infused with star anise, cinnamon, and cloves. Usually served with thin slices of beef. I'd like to test your ability to write marketing concepts. So maybe you can try and write me a product concept for instant noodles dedicated to health-conscious consumers. Can you do that? Absolutely. I'd be happy to help with that. Here's the product concept for instant noodles dedicated to health-conscious consumers. Product concept. Fit Noodles, the health-conscious choice. Product name, Fit Noodles. Target audience, health-conscious professionals, fitness enthusiasts,
and individuals seeking nutritious meal options. Product description. Fit Noodles is a premium instant noodle brand designed for health-conscious consumers who do not want to compromise on taste, convenience, or nutrition. Our noodles are made from whole grains and enriched with essential vitamins and minerals, ensuring a balanced and nutritious meal in every bite. Key features. 1. Whole grain goodness. Made with 100% whole grain wheat for a higher fiber content and a lower glycemic index. 2. Nutrient enriched. Fortified with vitamins and minerals, including B vitamins, iron, and calcium to support overall health. 3. Low sodium. Contains 30% less sodium compared to regular instant noodles, making it a heart-healthy option. Packaging. Fit Noodles come in eco-friendly, biodegradable packaging that is not only good for your health but also for the planet. Each package is designed to be convenient for on-the-go meals, perfect for busy professionals and fitness enthusiasts. Marketing message. Fuel your body right with Fit Noodles, where nutrition meets convenience. Amazing. Okay, now, Sanya, could you create a customer persona who would be interested in convenience and on-the-go product, for example? Sure, I can create a customer persona for you. Let's call her Ayu. Customer persona. Ayu. Demographics. Age. 28 years old. Gender. Female. Location. Jakarta, Indonesia. Marital status. Single. Occupation. Marketing executive. Income level. Middle class. Psychographics. Lifestyle. Busy and fast-paced, often juggling multiple responsibilities between work and personal life. Values. Convenience. Efficiency and practicality. Thank you very much, Sanya. Nice to meet you. Imagine I want to launch a new premium soba noodle, like with buckwheat noodles and rich flavors from the world. Like, would you be interested? I'm really curious about trying these global flavors because I love exploring new tastes. However, instant noodle with a lot of flavorings might not be the healthiest option. I hope the product uses natural ingredients and avoids too many artificial additives. Well, that's inspiring. Thank you. Now, apart from the flavor and the healthy part, are there some other aspects of the product that would be important for you to consider purchasing these kind of noodles? To be honest, I don't have much time for cooking and cleaning. I rather just pick something up from the nearby warung. If they serve the noodles, I would give it a try. It might also be a good midnight snack for when I have to rush for project deadlines. Wow, that's amazing what an AI assistant can do. Thank you for introducing me to Sanya. Well, as a former marketer, I can tell you I know where and when I would invite this kind of expert assistant, like in the NPD processes. There are many moments where you need someone to challenge your ideas, to help write. Of course, I will stay in charge because I know the brand, I know the market, but definitely she can help me like fine-tune concepts and make things more consumer-centric. So, and maybe shorten the process because usually this takes a lot of time to write, do, and redo. But so thank you very much. That was really insightful, and I'm looking forward to the future. What is the future for you? Well, thanks for having us, Richard. For me, it's really less about AI that takes over existing jobs, but people augmenting themselves with the power of AI. At the end of the day, there are strengths and weaknesses to this technology. It's not magic as much as we like to feel that it is, but it is a big step forward in how we process data. There's so much data that's being processed every day. Many companies like to call it the new oil. And for me, this type of generative AI is the one that will help us translate large amounts of data into meaningful insights. But of course, we have to work together to get to that future. Thank you very much, Kathleen. And thank you, Sanya. And see you later. Bye-bye.
So, I hope you enjoyed meeting Sanya and Kathleen, of course. You met Richard yesterday if you were here for the behavioral advantage. Intéressant d'utiliser ce type d'insight et on voit que c'est très humain finalement. J'ai passé 11 ans à Singapour, je suis prêt pour des noodles, mais bon, malheureusement, il nous reste encore 2 sessions